Module 1. Tout de suite, je vous place en travail. Donc, je vais vous inviter à reprendre les réponses que vous avez inscrites aux questions 1 et 2 du questionnaire préparatoire. Donc, je rappelle, je vous demandais d'écrire en 5 mots-clés ce qu'est l'érotisme pour vous et de choisir un objet ou une œuvre d'art qui représentait l'érotisme pour vous et de tenter d'expliquer pourquoi. Donc, cette partie-là de la question est importante. Tentez d'expliquer pourquoi, si jamais vous ne l'avez pas fait. Appuyez sur pause avant de continuer pour compléter votre idée. Et donc, je vous invite donc à reprendre ces réponses que vous avez données pour voir si vous retrouvez quelque chose ou non de l'esprit de vos réponses dans les diapositives qui suivent. J'ai mis là, moi aussi, des mots-clés qui ramassent plusieurs auteurs, lectures, impressions, mots de participants au fil des années de formation que je donne. Donc, qui tentent de répondre à cette question sur qu'est-ce que l'érotisme ou quelle est sa nature. Il y a des mots qui renvoient à quelque chose d'insaisissable, donc mystère, quelque chose d'insaisissable, d'ineffable, quelque chose qui, et plusieurs auteurs vont le dire, déborde constamment les contours avec lesquels on tente de le définir. J'ai souvent dit que l'érotisme s'apparente à l'expérience du rêve et que son langage est plus proche de celui de la musique et de la poésie. Donc, c'est quelque chose qui est dans l'évocation. Et ça se laisse mal saisir, ça, quelque chose qui est dans l'évocation. Et c'est probablement ce caractère insaisissable qui le rend si attrayant pour moi, ce concept. Ça fait 15 années que je réfléchis, au moins 15 années, peut-être plus, que je réfléchis à l'érotisme et j'ai aujourd'hui le sentiment que je n'en ferai jamais le tour. C'est comme s'il y a une sorte de quête et en soi, il y a quelque chose d'érotique dans cette quête-là, c'est-à-dire on se tourne vers quelque chose qu'on pense approcher, qu'on a l'impression qu'on va arriver à cerner, puis au moment où on y touche du bout du doigt, ça nous échappe. Donc, ça renvoie aussi à l'érotisme comme une promesse. L'érotisme comme une expérience qui se vit. J'ai écrit la chair, une expérience qui se vit de l'intérieur, mais qui est difficile à observer et à cerner par un regard extérieur. J'ai écrit aussi la question de l'excès, la question du débordement des limites, la question de charge et de tension aussi, qui est souvent présente dans les définitions de l'érotisme ou même dans les représentations de l'érotisme et même dans les descriptions de ressenti par rapport à l'érotisme. Il y a une question de forme ou une autre de tension. Esther Perel disait que l'érotisme, c'était l'aspect poétique de la sexualité. J'ai ensuite écrit des extraits, très très courts, des petites phrases qui représentent donc des auteurs qui ont réfléchi à cette question-là. Ils sont innombrables. Donc j'en ai choisi quelques-uns, probablement parce que ça me rejoignait ou ça me parlait. Donc je vous les lis pour vous dire qu'on n'est pas les seuls à chercher, à cerner l'érotisme. D'autres personnes l'ont fait. Georges Bataille est un auteur qui a écrit un ouvrage assez volumineux qui s'intitulait L'érotisme d'ailleurs. Donc évidemment, ça ne résume pas son propos ici, mais il nous dit quelque chose comme l'érotisme est une expérience que nous ne pouvons apprécier du dehors comme une chose. Donc, il ramène cette idée que c'est quelque chose qui est vécu, ressenti, et que lorsqu'on ressort de l'expérience expérientielle, c'est difficile de dire ce que c'est. Et il dit aussi que l'érotisme, c'est l'approbation de la vie jusqu'à la mort. Donc, il est dans l'érotisme comme quelque chose d'une pulsion de vie, quelque chose qui reste à demeurer vivant jusqu'à la toute fin. Bologne, lui, dit cette phrase que l'érotisme, c'est l'attention de l'être bandé vers l'impossible. Donc déjà, il y a deux concepts clés, je trouve, dans cette courte idée. L'idée d'une tension, mais d'une tension vers quoi? Vers quelque chose d'impossible. Cette idée de la promesse, cette idée du constant renouvellement de l'excitation, comme s'il y avait une quête sans cesse renouvelée qui n'atteignait finalement jamais tout à fait son objet ou sa destination.
je trouve que ça rend bien une certaine conception de l'érotisme, cette idée-là. Stoller nous dit quelque chose comme, je l'ai rephrasé, que l'érotisme serait le ressenti du vertige au bord du précipice. Donc, on trouve encore ici l'idée d'une forme de tension hein, dans le vertige, mais au bord du précipice, et Robert Stoller ajoutera que précipice dans lequel on évite hein, de tomber à la dernière minute. Et ça, c'est la résolution dans l'orgasme, dans sa conception de l'excitation sexuelle. Il y a aussi une autre auteure que j'ai ramenée ici, Newmark, qui n'est pas du domaine psy ni du domaine sexologique. Elle est du domaine de la sociologie. Mais dans l'article que je vous ai mis en référence, elle dit des choses assez intéressantes qui nous aident à réfléchir aussi à la nature de l'érotisme. Donc, dans son texte, après qu'elle ait soutenu que l'érotisme puisse être compris comme un état émotionnel et corporel de charge, elle ramène cette notion-là, et que cette expérience, sans être spécifiquement sexuelle, est cependant toujours charnelle. Donc, c'est le corps habité, le corps qui ressent. Donc, sa thèse défend l'idée que l'érotisme est une agitation charnelle, accompagnée d'une émotivité plus grande que nature. Elle dit aussi que c'est une émotionnalité incarnée. Donc, l'idée d'incarner, l'idée du corps habité, du corps qui ressent, comme matière qui ressent, on la retrouve chez cet auteur-là. La présente formation n'a pas la prétention de faire le tour de la question de l'érotisme. Elle a une visée beaucoup plus modeste et j'ajouterais beaucoup plus pointue, c'est-à-dire que nous nous centrons sur les concepts qui s'appliquent à la sexologie clinique. Donc, ce qui alimente l'excitation sexuelle, qu'est-ce qui est derrière le plaisir sexuel, mais on s'intéresse aussi à ce qui inhibe, à ce qui bloque et à ce qui freine. C'est tout aussi pertinent, voire nécessaire cliniquement, de regarder ce qui nourrit l'excitation que ce qui bloque l'excitation. Donc, l'intérêt de rester centré sur des dimensions plus pointues, c'est évidemment l'utilité clinique. Comme je le disais, cette formation veut vous donner des bases d'un univers conceptuel pour vous aider à penser et à traiter les difficultés sexuelles. C'est là notre métier. Ce que je tente d'illustrer dans le graphique de cette diapositive-là, donc, c'est plus précisément la question de la charge et de l'attention inhérente, faisant partie, donc, de ce qui caractérise la nature de l'érotisme. Ce que je dis ici, donc, il y a quelque chose de complexe. Je dis que l'érotisme, c'est à la fois le conflit et la solution au conflit. Et ce que je dis aussi, c'est que l'érotisme a besoin du conflit, de l'attention entre deux opposés pour se nourrir, pour être vivant, pourrais-je dire, mais autant il se nourrit du conflit, en même temps, il tente de solutionner ce même conflit. Donc, c'est un conflit entre quoi? J'ai réfléchi à cette question-là dans un article que j'ai publié il y a pas mal d'années, une quinzaine d'années peut-être, et que vous trouvez en référence à la fin, qui s'intitulait « L'érotisme comme réponse à la lutte d'éros et d'antéros », où je tentais de définir l'érotisme par cette tension entre deux forces contraires, donc, et de dire que cette tension, elle est inhérente à l'érotisme. Donc, je disais que l'érotisme, c'est une solution trouvée pour se sortir momentanément d'une lutte qui oppose deux forces intérieures tout aussi puissantes. D'une part, mes désirs infinis et absolus. Dans un petit raccoin de notre cœur et dans un petit raccoin de notre esprit, nous portons tous le désir absolu d'être aimé, le désir absolu de se sentir désiré, de se sentir fort et puissant, de se sentir invincible et insouciant. Donc, il y a quelque chose dans un raccoin qui persiste de désir comme ça et qui se manifeste notamment dans l'excitation sexuelle plus elle est élevée. Mais ces désirs-là se confrontent à ce que nous portons aussi d'interdits, de limites pour des raisons existentielles, des raisons morales, des raisons éthiques et aussi des anxiétés. Donc,
mes désirs d'être aimé à tout prix vont se cogner à la peur de ne pas être aimé, la peur que cette manière que je souhaite être aimé et désiré trouve dans l'autre un regard désapprobateur et fasse jaillir en moi une honte. Euh, et des interdits aussi qui concernent la préservation de l'autre. C'est-à-dire que l'absolu de mes désirs va s'arrêter au moment où ce désir, si je le laisse aller jusqu'à son paroxysme, serait nuisible, voire destructeur, voire saccageur pour l'autre ou l'environnement dans lequel je vis. Donc, cette tension est inhérente à la nature de l'érotisme et elle se conceptualise d'une manière complexe parce que l'érotisme est à la fois nourri par le conflit tout en proposant une solution à ce conflit. C'est pour ça qu'Esther Perel parlait non pas d'un conflit que nous devons chercher à résoudre, mais plutôt d'un paradoxe que nous devrions gérer. Je reprends ici une citation de Stoller qui nous amène peut-être juste un autre angle, d'autres mots, pour essayer de cerner là, cette conceptualisation complexe de conflit et solution à la fois. Donc, Stoller nous dit que tout scénario érotique, qu'il soit rêve diurne, choix de porno, choix d'objet ou même mise en acte, Stoller, je l'ai mis comme ça parce que c'est son vocabulaire à lui, les fantasmes, dans son livre L'excitation sexuelle, il appelle ça rêve diurne. Donc, tout scénario érotique est utile à saisir pour comprendre l'individu parce que, ajoute-t-il, la fonction des rêves diurnes est de poser et de résoudre un problème jusqu'alors masqué. Un mode d'érotisation particulier et d'une personne est toujours fait de son histoire, donc les événements affectifs marquants qui ont parsemé son développement, comment elle a enregistré les messages implicites sur l'usage du corps pour le plaisir, les interdits, les dangers inhérents au désir, comment elle a été contenue, trop ou trop peu, dans ses expériences, par exemple, d'excès à l'enfance. Les expériences de honte, les expériences de culpabilité, de dégoût façonnent aussi l'érotisme, bien entendu les expériences de plaisir. Et donc, cette idée de poser, de résoudre un problème jusqu'alors masqué parce que, entre autres, il y a des dimensions inconscientes, il y a aussi, voire surtout, des sentiments peu nobles derrière un mode d'érotisation. Donc, constitue une solution qui est toujours temporaire. Et pourquoi elle est temporaire? Parce que précisément, elle survient dans un état modifié de conscience qui est l'excitation sexuelle. Autrement dit, quand on quitte l'état modifié de conscience, on revient dans l'état antérieur où la solution ne fonctionne plus. On peut aussi concevoir l'érotisme comme une forme de langage. Une forme de langage qui permet l'expression et la résolution, toujours temporaire, donc si on se fie à ce que je viens de dire, d'une dialectique désir-angoisse. Dans l'expérience humaine, je considère l'érotisme avec l'art, avec le rêve et avec la poésie comme la seule réponse parfois à ce qui est indicible, à ce qui est intolérable, à ce qui est aussi inexorable. Donc, l'érotisme est un langage d'expression, un lieu d'expression et un lieu de résolution, donc de cette dialectique désir-angoisse, parce que elle est à la rencontre de nos plus grandes aspirations, nos désirs absolus, mais aussi de nos plus grandes peurs qui trouvent momentanément une solution. Donc, on vient d'aborder certaines idées qui nous aident à se faire une tête sur la nature de l'érotisme. On va maintenant entrer dans les définitions, les concepts qui nous aident à penser le fonctionnement érotique. Donc, on entre davantage ici dans l'utilité clinique. Comment faire de cette théorie-là quelque chose d'utile dans notre travail. Parce que qui d'entre nous cherche à analyser et rendre conscient les significations d'un symptôme, d'un pattern, d'un mode d'érotisation,
aura particulièrement besoin, je crois, d'une théorie sur le fonctionnement érotique, c'est-à-dire d'un cadre conceptuel qui aide à fouiller et à interpréter ce qui se joue au plan psychique, donc derrière le symptôme en question ou le mode d'érotisation en question. Il y a d'un côté une partie analytique, hein, si on pense à conceptualiser le fonctionnement érotique, et une partie phénoménologique. Dans la partie analytique, la théorie sur le fonctionnement érotique veut nous aider à élaborer, préciser ce qui se passe au plan mental dans l'excitation sexuelle. Donc, ce qui est derrière la conscience. Et donc, elle tente de faire la carte, si on veut, ou d'écrire les activateurs, les mécanismes et les fonctions de l'érotisme au plan psychique. Donc ça, c'est tout ce qui se joue en arrière-plan. C'est la partie qui va nous aider à analyser. Bien entendu, il n'y a pas que l'analyse, il y a aussi l'expérience érotique qui est vécue. Donc, c'est aussi les pratiques, les préférences sexuelles, les ressentis, les manières d'habiter le corps, de vivre l'imaginaire. Donc, ce qui se passe sur le plan manifeste, qui est facilement élaborable par la personne qui nous consulte, parce que ce sont ses préférences, ses pratiques sexuelles, etc., ses choix de partenaire X ou Y. Donc, ce qui se passe sur le plan manifeste peut être la porte d'entrée vers ce qui se joue dans le monde interne. Puis le plan manifeste, c'est pas seulement les pratiques, c'est aussi le ressenti conscient, le ressenti ou le type d'affect que la personne cherche à contacter ou à amplifier dans une expérience érotique. Et quand je dis ça peut être la porte d'entrée vers le monde interne ou vers le monde invisible et les significations, ben, je pense que c'est une des meilleures portes d'entrée. Plus facile de passer par ce qui est accessible à la conscience que d'essayer de dégager des significations inconscientes avant d'avoir même fait un bon portrait de ce qui est connu. Autant dans l'exploration phénoménologique que dans l'analyse, le thérapeute donc va porter son attention sur l'expérience vécue, comprise et ressentie d'un point de vue singulier, donc de partir de la subjectivité. Hein? Donc, la théorie sur le fonctionnement érotique, elle nous offre des outils pour éclairer cette subjectivité, autant au niveau conscient que moins conscient. Ça dépendra du degré de profondeur où nous accompagnons les personnes qui nous consultent. J'essaie encore une fois de schématiser ici le cadre conceptuel du fonctionnement érotique. Donc, ça va être fait de quoi? Sur le plan clinique, encore une fois, on va questionner le patient ou la patiente sur ce qui est recherché pour exciter sexuellement, pour atteindre le plaisir. Donc, ce sera autant les sources réelles que les sources imaginaires du plaisir et de l'excitation sexuelle. À un niveau plus conscient, mais aussi plus d'arrière-plan, on va porter notre focus sur les désirs, les sentiments et les anxiétés qui sont en jeu dans un mode d'érotisation particulier. Le travail analytique va nous permettre d'éclairer la signification actuelle et développementale d'un symptôme. Quand j'entends la signification développementale, c'est-à-dire que le sens d'un symptôme, d'une expérience, d'un pattern particulier s'inscrit dans une histoire. Donc, qu'est-ce qui a parsemé? Quelles ont été les expériences affectives, sexuelles et relationnelles marquantes dans le développement d'un individu et qui ont contribué à construire un type d'érotisation, un type de symptôme? Parce que la plupart du temps, les gens viennent nous consulter parce qu'il y a un symptôme ou une souffrance subjective duquel ou de laquelle ils n'arrivent pas à se sortir seuls. Dans la signification développementale, on s'intéresse aussi aux imagos parentales, c'est-à-dire aux représentations internes des parents et des messages le plus souvent implicites que ceux-ci nous ont transmis sur plaisir, interdit, désir, expérience d'excès,
Qu'est-ce qui a été encouragé, qu'est-ce qui a été réfréné, qu'est-ce qui a été assorti de regards réprobateurs, qu'est-ce qui a été assorti d'inquiétude. Hein? Puis c'est davantage les messages implicites qui vont avoir un effet. Dans le fonctionnement érotique, on s'intéresse aussi au type d'érotisme. Est-ce qu'on est dans un registre plus fusionnel ou antifusionnel? Je n'en parle pas maintenant, on va y revenir un petit peu plus tard. Ou est-ce qu'on serait dans un érotisme d'excitation ou de décharge? Crépeau avait amené ces nuances-là. Un érotisme d'excitation serait celui où ce qui est recherché, c'est de se maintenir dans un état d'excitation le plus longtemps possible, de prolonger cet état d'excitation. Donc, de ressentir le plus longuement possible la volupté, par exemple, de l'excitation. L'érotisme de décharge, en revanche, serait celui où ce qui est recherché, c'est pas de se maintenir dans l'état d'excitation, mais plutôt de trouver l'état de tension, le sentiment d'être repu suite à un orgasme, par exemple. Donc, c'est quelque chose qui est recherché, c'est de l'ordre plus du soulagement, du calme, de l'apaisement des tensions. Fonctionnement érotique suppose un aspect dynamique. Si nous prenons le terme dynamique au sens psychanalytique, ça qualifie un point de vue qui envisage les phénomènes psychiques comme résultant de conflits, de forces internes qui exercent des pressions. Mais l'aspect dynamique renvoie aussi à l'interinfluence des différentes composantes qu'on trouve ici, de l'érotisme, puis ça renvoie enfin à quelque chose qui peut bouger, quelque chose qui est en mouvement, donc qui n'est pas nécessairement fixe. Quelque chose qui peut bouger dans le temps, qui peut bouger en fonction des contextes de vie et qui peut bouger en lien avec le travail thérapeutique. J'ai mis à droite une échelle pour dire que dans toutes ces composantes-là du fonctionnement érotique, il y a des dimensions plus accessibles à la conscience et il y a des dimensions souterraines. Revenons encore une fois sur la réflexion antérieure que vous avez faite dans le questionnaire préparatoire où vous aviez à décrire en 5 mots l'érotisme pour activer votre réflexion. Donc, on a fait ça dans un premier temps. Ensuite, on a rétréci notre champ conceptuel au fonctionnement érotique, particulièrement au niveau psychique, dans la perspective donc du travail clinique en sexologie. À ce stade-ci de la formation, quels mots utiliseriez-vous pour décrire la nature du fonctionnement érotique au plan psychique? Je vous invite à mettre cette vidéo en pause. Prendre le temps d'écrire sur la plateforme Didacte vos réponses. Robert Stoller. Robert Stoller était médecin et psychanalyste qui travaillait en Californie et qui a contribué de façon majeure à la sexologie clinique. On lui doit beaucoup. La plupart des sexologues, je crois, ne le savent pas. Je ne sais pas s'il est encore étudié, mais on doit beaucoup à Robert Stoller. Donc, lui, il a été un pionnier dans l'étude de l'excitation sexuelle. Et il s'est intéressé à ce qu'il appelait la structure globale de l'excitation sexuelle pour saisir ce que lui nommait les facteurs mentaux qui sont présents derrière l'excitation sexuelle. Dans mes termes à moi, ou les termes à Crépeau, ça ressemblerait à dire saisir les activateurs et les mécanismes derrière l'excitation sexuelle. Donc, ce qu'il a dit, c'est que l'excitation sexuelle serait provoquée par une oscillation, une expectative, donc où on oscille très rapidement entre l'attente du danger et l'espoir égal d'éviter ce danger. Donc, rappelons que Robert Stoller, c'est lui qui a parlé du vertige au bord du précipice. Et voir dans certains cas, particulièrement l'érotisme, l'expectative de substituer le plaisir au danger. Il ajoute que dans le mystère, l'oscillation qui provoque l'excitation se situe entre le connu et l'inconnu, le vu et le non-vu, la sécurité et le danger. Ce que Robert Stoller nous dit, c'est qu'il y a comme un secret qui chapeaute toute l'expérience érotique.
C'est comme s'il nous dit, il faut que quelque chose reste caché, y compris à soi-même, reste mystérieux, reste secret, pour que l'excitation sexuelle fonctionne. Donc, dans son étude très, très, très minutieuse, entre autres des fantasmes sexuels, lui, il dit l'excitation sexuelle, c'est une oscillation rapide entre sécurité et danger, risque et possibilité, soulagement et trauma, plaisir et douleur. Il dit aussi, parce que ce qu'il a étudié de manière profonde et minutieuse, c'est le fantasme. Ce qui nous amène à dire que le fantasme est le territoire privilégié de l'érotisme. Ce qu'il nous dit, entre autres choses, c'est que les fantasmes fonctionnent particulièrement bien parce qu'ils sont protégés par le secret, le camouflage et le refoulement, et parce qu'ils sont stimulés plus par culpabilité, la honte, la haine, que par un plaisir simple et enjoué. Esther Perel, des années après Stoller, soutient un peu le même genre de choses lorsqu'elle nous dit que l'érotisme s'alimente à des sentiments peu nobles, la jalousie, la possessivité, nos carences infantiles. Donc, les autres auteurs qui ont étudié l'érotisme sur le plan clinique après Stoller sont arrivés à peu près au même genre de choses. Il n'y a pas que les sentiments tendres et les intentions bienveillantes qui alimentent l'érotisme. Et Stoller soutient même qu'il y a peu d'élus chez qui l'amour alimente l'érotisme. Crépeau dit un petit peu différent. D'autres auteurs comme Kernberg aussi, un psychanalyste américain également, soutenaient aussi que l'amour et l'érotisme pouvaient coïncider. Il était néanmoins d'accord pour dire qu'il y avait aussi souvent, voire plus fréquemment, des sentiments plus sombres qui alimentaient l'érotisme. Stoller ajoute que le fantasme est une autobiographie dissimulée en fiction, où se cachent des conflits intrapsychiques cruciaux, des souvenirs d'événements réels, des souvenirs écrans, et la résolution de tous ces éléments en une issue heureuse, superbement célébrée par l'orgasme. Donc, il dit que le fantasme est plus important que le comportement manifeste, parce qu'il condense la dynamique érotique et des morceaux de la psychodynamique. Crépeau va soutenir la même chose. Parce que sa fonction est de poser, de résoudre un problème jusqu'alors masqué, et parce que la solution qu'il propose survient dans un état modifié de conscience. Donc, en bref, vous en saurez plus sur l'érotisme d'un individu s'il vous parle de ses fantasmes et de ses choix de porno plutôt que de ses comportements. Et en clinique, il faut garder à l'esprit que même pour un comportement sexuel, disons, commun, fréquent, comme la pénétration, c'est en faisant parler la personne de ce qu'elle recherche, de ce qui l'excite à travers cette pratique, donc lui faire parler de ses impressions, que vous vous approcherez de son expérience érotique. Vous vous approcherez de son véritable mode d'érotisation. Quelque chose qui, on s'entend, difficile à appréhender par les mots. Donc, quand je dis vous allez vous intéresser à ce qu'elle recherche, ça va être les représentations d'elle et de l'autre. Qui je suis, l'autre est qui. Nous sommes animés par quel type de sentiment, quel type d'attitude. Comment je me sens, comment je me perçois. Qu'est-ce qui est l'affect le plus fort dans ce que j'éprouve? Qu'est-ce qui est l'affect le plus fort qui me relie à l'autre ou les autres qui sont à l'intérieur de mon fantasme, etc. Donc, c'est en allant derrière ce qui est évident du comportement que nous allons trouver plus de signification au mode d'érotisation. Nous sommes à la synthèse du premier module. Donc, on a réfléchi dans un premier temps à ce qui pouvait caractériser la nature de l'érotisme. Je reprends ici des mots-clés. Donc, il y a quelque chose de difficile à saisir. L'érotisme est caractérisé par le mystère et l'ineffable, un peu comme le rêve.
il est quelque chose qui se ressent, se vit, une émotionnalité incarnée, pour reprendre une expression de Newmar. Il est associé à l'excitation sexuelle, ou plutôt lorsqu'il est associé à l'excitation sexuelle, il est un état modifié de conscience. C'est dans cet état que l'érotisme est à la fois conflit et solution, ou, pour reprendre les mots du Toller, qu'il pose et résout un problème jusqu'alors masqué. Il se caractérise donc, pour le dire autrement, par une dialectique désir-angoisse, une oscillation entre des contraires, sécurité-danger, soulagement-trauma. Ce qui nous dit aussi qu'il répond à une forme ou une autre de tension, comme il solutionne cette tension qui le caractérise. Le fantasme peut représenter une synthèse de la vie érotique de la personne, ou, pour reprendre encore une fois Stoller, une autobiographie dissimulée en fiction, où se cachent les conflits intrapsychiques et les souvenirs écrans d'événements réels. Donc, d'une part, on a cherché à cerner la nature de l'érotisme, et on a aussi tenté de contextualiser, de situer donc le cadre conceptuel du fonctionnement érotique dans une perspective du travail clinique en sexologie. Donc, cette théorie nous guide pour savoir quoi explorer. Je résume ici. D'une part, la phénoménologie d'une expérience sexuelle, donc ce qui se vit. D'autre part, les significations d'une façon particulière d'entrer en relation sexuelle ou d'un symptôme, donc ce que ça signifie. Et en trame de fond, la théorie nous offre une conceptualisation pour comprendre ce qui se joue derrière le décor au plan intérieur dans l'excitation et le plaisir sexuel. On a vu une partie de ça, de ce qui se joue derrière dans ce premier module avec Robert Stoller. Dans le prochain module, nous allons poursuivre donc sur ces aspects sous-jacents à l'excitation sexuelle. Mais avant, il vous faut aller compléter le mini-test et on se retrouve au module 2.